bonjour à tous. Si vous aimez avoir chaud, vous pouvez constater qu'au Havre, nous avons tout ce qu'il vous faut. Si vous n'aimez pas avoir chaud, dites-vous que vous êtes mieux au Havre que n'importe où ailleurs en France. Ce qui est vrai d'ailleurs, puisque ici il fait quand même relativement bon. Et si le fait que les épisodes caniculaires se répètent et durent de plus en plus longtemps vous préoccupe, dites-vous que vous avez bien fait de choisir le Havre pour venir travailler et participer à cet événement important qu'est Synergie. C'est la deuxième fois que Synergie vient au Havre, et donc c'est la deuxième fois qu'on est heureux. La dernière fois c'était en 2017, et j'avais eu l'occasion ou plus exactement vous aviez eu l'occasion, pour ceux qui étaient présents en 2017, de fêter les 500 ans du Havre, d'une ville qui a été créée à partir de rien, puisque ici il n'y avait que des marais avant qu'en 1517 François Ier décide qu'il serait bon, enfin, que la France se dote d'un grand port qui lui permettrait à la fois de protéger l'embouchure de la Seine contre les Anglais, ce qui n'est jamais mauvais. Il y a peut-être des Anglais dans la salle. Ils sont les bienvenus, car ce sont nos amis. Enfin, néanmoins, l'objectif en 1517, c'était de se protéger des Anglais. C'était aussi de doter la France d'un port qui permettrait de participer à la conquête du Nouveau Monde. Et le Nouveau Monde, à l'époque, c'était la conquête de l'Amérique. Les Espagnols, les Portugais avaient pris un peu d'avance. François Ier a considéré qu'il fallait rattraper ce retard. Il a donc créé le Havre pour que nous puissions disposer de cette plateforme permettant d'envoyer des bateaux vers le continent américain, ce qui s'est fait d'ailleurs. J'ai toujours plaisir à rappeler à nos amis étrangers que le premier explorateur qui découvre la baie de New York, Verrazzano, eh bien, il est parti du Havre et que je ne comprends toujours pas pourquoi le pont Verrazzano ne s'appelle pas le pont du Havre entre Staten Island, j'imagine, et Long Island. Bref, on est très heureux que vous soyez ici parce que depuis Pardon, je voudrais rajouter à votre attention que le Havre a la caractéristique d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et que le Havre a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO un peu avant Bordeaux. Je vous le dis parce que j'ai compris que vous étiez très attaché à la belle ville de Bordeaux, qui a eu la chance d'être elle-même classée au patrimoine mondial, mais après. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, on parle des énergies marines renouvelables. On a bien raison. On a bien raison parce que le sujet est à la fois sensible et surtout le sujet est un sujet d'avenir. On a d'autant plus raison et je suis d'autant plus heureux d'être ici qu'en 2010, quand je suis devenu maire, une des premières choses que j'ai dit à la présidente de la société qui m'employait jusqu'à la veille du moment où j'ai démissionné pour devenir maire, qui était la présidente d'Areva, c'était que si un jour elle voulait vraiment construire des éoliennes, il fallait qu'elle vienne les construire au Havre parce que c'était de très très loin le meilleur site industriel en France, le meilleur site maritime pour pouvoir accueillir des usines ambitieuses et prospérer à partir de là. Et je salue avec beaucoup d'amitié tous les représentants de Saint-Nazaire et de Cherbourg qui sont des amis. Mais c'est vrai qu'en 2010, il n'y avait pas d'usine en France, il n'y avait pas de champs éoliennes, il y avait la perspective de créer à la fois une source nouvelle de production d'électricité et de développer une filière industrielle. 12 ans après, on peut être à la fois enchanté et préoccupé. On peut être enchanté parce qu'après tout, on commence à équiper le territoire d'éoliennes offshore et ces éoliennes sont construites en France, pour l'essentiel, et que donc on a une nouvelle filière industrielle, de l'emploi, des investissements considérables, on les voit au Havre. Ceux qui n'ont pas ici vu et visité les usines de Siemens Gamesa vont être assez frappés par l'ergonomie du site, par son ampleur géographique et aussi par le fait qu'il est, comme je le disais en 2010, extrêmement bien adapté à la construction, à l'assemblage, l'embarquement et ensuite l'équipement des champs en mer. Et donc on peut être réjoui en se disant, voilà, on a bien travaillé et on a réussi à faire ce que l'on voulait faire. On peut aussi être un peu préoccupé par le fait qu'il nous aura fallu attendre 12 ans pour en arriver là, et là n'est que le début.
et qu'on a donc mis beaucoup de temps, que ce temps que nous avons pris s'est probablement fait au détriment de la construction d'acteurs industriels français, même si on est très heureux que des acteurs industriels européens soient installés sur notre territoire. Au fond, l'essentiel, c'est que la filière industrielle existe en France. Enfin, néanmoins, on a quand même passé un peu à côté d'opportunités. Et que nous savons que le temps de développement d'un projet est quand même excessif par rapport à l'enjeu. L'enjeu, c'est de développer vite, de développer puissamment la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables à des coûts qui soient raisonnables. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail des coûts, mais à des coûts qui soient raisonnables. Et la vérité vraie, c'est qu'on constate que même en se fixant des objectifs ambitieux, même en ayant clairement en tête les enjeux, nous peinons à aller aussi vite et parfois aussi loin que ceux que nous aimerions. D'abord parce que comme partout et sur tous les sujets en France, il y a des questions d'acceptabilité, mais ça, ce n'est pas propre à l'éolien offshore. Enfin, il y a des sujets d'acceptabilité, un peu avec les riverains, qui considèrent que c'est indécent de planter des mâts au loin, à l'horizon, si j'ose dire, et d'autres, surtout, qui, et à mon avis on peut mieux les comprendre, pêcheurs, considèrent que l'installation d'un très grand nombre de champs est susceptible de venir compliquer une activité qui est déjà difficile et qui est rendue encore plus compliquée par le Brexit, par l'augmentation des prix du fuel, bref. On peut comprendre que, s'agissant des pêcheurs, la question de l'acceptabilité se pose. Elle doit pouvoir être résolue, enfin, on doit pouvoir accepter l'idée qu'elle se pose légitimement. Problème d'acceptabilité, donc, mais problème de délai, de procédure et de capacité à offrir un équipement industriel et une production qui soit compétitive. Quand j'étais Premier ministre, j'ai essayé d'améliorer les choses, parce qu'en général, quand on est Premier ministre, on essaie d'améliorer les choses. On n'y arrive pas toujours, parfois on les rend plutôt moins simples, mais enfin, dans l'ensemble, c'est ce qu'on essaie de faire. Et l'objectif, c'était à la fois de simplifier les procédures et de faire en sorte que le tarif de rachat, le prix qui est en réalité un prix de rachat de l'électricité qui est assez largement, qui était assez largement subventionné par le contribuable, puisse baisser pour rendre plus crédible la proposition d'équiper en très nombreux champs éoliens offshore notre territoire. On a baissé le tarif de rachat après une discussion intense. Comme toutes les discussions, quand vous baissez un tarif de rachat de 20 à 30%, vous vous dites que vous auriez pu aller jusqu'à 40%. Si, je vous assure. Mais on a effectivement baissé ce prix de rachat et j'en suis heureux. Et j'en suis heureux parce que je pense qu'il était assez naturel que le contribuable bénéficie d'une certaine façon de l'augmentation de la productivité, de l'expérience, bref, de la baisse progressive du prix de production qu'on constatait. Et donc j'assume parfaitement cette négociation. Peut-être aurait-elle dû aller plus loin. On a essayé de simplifier aussi les procédures, qu'elles soient administratives ou contentieuses. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Et je pense que vous êtes probablement assez nombreux ici à considérer qu'on doit pouvoir améliorer la situation si l'on veut tenir le programme incroyablement ambitieux tel qu'il a été formulé par le président de la République d'équipement des côtes françaises. Ce que je voudrais dire, au fond, c'est que cette canicule que nous déplorions tout à l'heure, ou dont nous nous réjouissions, ça dépend du point de vue où l'on se place, elle nous appelle à une accélération très rapide de notre transition dans la production de l'électricité, dans la production et dans l'utilisation de l'énergie. Elle nous appelle aussi probablement à envisager le monde dans lequel on le vit de façon assez différente. Je ne suis pas exactement l'apôtre de la décroissance. J'ai bien hésité, mais en fait, ce n'est pas mon truc. Et donc, je ne crois pas que la solution à la question compliquée qui nous est posée, ce soit d'imaginer que, au fond, chaque génération qui vient et chaque individu qui est là doit envisager son avenir avec une utilisation beaucoup plus faible de l'énergie dont il va avoir besoin, avec une réduction de ses aspirations et de ses ambitions.
Je ne crois pas ça. Je respecte ceux qui pensent l'inverse, hein, mais je ne crois pas ça. En revanche, je suis assez convaincu qu'indépendamment de la question de savoir si on peut développer beaucoup la production d'énergie renouvelable, il va falloir que nous mettions notre intelligence collective au service de ce défi majeur. Et je ne suis pas sûr que notre intelligence collective, la vôtre, j'en suis certain, mais je ne suis pas sûr que toute l'intelligence collective disponible soit suffisamment mobilisée pour résoudre l'équation extrêmement complexe à laquelle notre planète, notre pays bien entendu, notre continent, mais notre planète est confrontée. Dans le petit livre qu'il a sorti récemment, Jean Covici raconte cette histoire du type alcoolique qui va voir son médecin et qui lui dit « Moi, je bois 1 litre de whisky par jour ». Alors son médecin lui dit « Ça ne va pas être possible, ça va falloir arrêter ». Et vous savez bien qu'il va falloir arrêter. Oui, je sais bien. Et puis le médecin revoit son patient 1 mois après, et le patient lui dit alors ça va mieux, docteur, c'est bon. Maintenant c'est 1,5 litre de whisky, mais je bois du jus d'orange pressé tous les matins. Il ne faudrait pas que notre société, au fond, se satisfasse du jus d'orange ou de l'orange pressée chaque matin. Il faut aussi qu'elle se préoccupe de la façon dont elle a organisé son fonctionnement et des développements qu'elle revendique. Vous n'étiez pas à Paris aujourd'hui et hier. C'était fascinant la circulation à Paris. Vous savez, Paris, c'est cette ville où il y a une aspiration très forte à l'écologie maintenant. C'est légitime, hein? Eh bien, à Paris, il y avait plus de voitures que d'habitude. Parce que comme il fait chaud, c'est quand même plus agréable d'être dans une voiture avec de la clim que dans les transports en commun. Et nous avons des aspirations qui sont contradictoires parfois. Nous savons qu'il faut faire quelque chose, et pourtant, par souci immédiat de satisfaction d'un besoin individuel, qui peut être légitime, nous faisons l'inverse. Nous avons donc un défi qui est un défi d'intelligence, un défi de procédure, un défi d'acceptabilité et un défi de comportement à relever. Et c'est un sacré défi. Alors, je suis très heureux de pouvoir vous indiquer que je vois bien qu'il y a un défi à relever. Je ne sais pas très bien dans tous les domaines quelle est la solution, mais je suis convaincu qu'elle passe, et je le redis, par une mobilisation absolument considérable de notre intelligence pour résoudre cette équation. Il y a de plus en plus de digital qui consomment de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui savent que nous avons cette équation à résoudre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les progrès technologiques qui nous permettent non pas de basculer vers une décroissance qui sera forcément très difficile à vivre pour ceux qui viendront après nous, mais vers des solutions effectives et pas des solutions dites du jus d'orange pressé qui nous permettront d'être à la hauteur des défis. Il y a toutes les échelles pour réfléchir à ce sujet, et les échelles des villes sont probablement les bonnes échelles, à la fois en termes de nouveaux usages, en termes d'aménagement urbain, en termes de réseaux de chaleur ou de réseaux de froid, en termes de production d'énergie. Mais il n'y a pas que les échelles urbaines, il y a aussi les échelles nationales, les échelles mondiales. Et là, vous avez un rôle à jouer en essayant de faire percer l'innovation technologique, d'améliorer l'efficacité et la productivité des solutions qui sont mises en œuvre pour que nous puissions regarder l'avenir avec un peu plus de confiance et un peu plus d'espoir que ce qui prévaut en ce moment. Et c'est pour ça qu'on est très heureux que vous soyez au Havre. Parce qu'à chaque fois qu'au Havre, on échange des idées et de l'intelligence au moins autant qu'on y échange des marchandises, alors nous retrouvons notre vocation première, la vocation de ce qui est un port, c'est-à-dire l'échange. Et le fait que vous ayez choisi pour la 2e fois le Havre est le signe que vous croyez, comme nous, qu'il ne peut rien se passer si nous ne discutons pas, si nous n'échangeons pas, si nous n'allons pas choper les bribes de la solution chez quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément ni plus intelligent ni plus bête, mais qui a abordé le projet ou la question sous un autre angle, qui vous rend plus intelligent et qui vous permet d'avancer. Et moi, je crois beaucoup à cette façon de travailler. Je pense qu'il n'y a aucun problème que l'humanité ne puisse résoudre dès lors qu'elle a conscience qu'il lui faut résoudre un problème. Et on est dans le moment où on voit bien qu'on a un problème à résoudre, mais on n'a peut-être pas encore mobilisé toute l'intelligence de l'espèce humaine. Donc vous êtes en avance, mais vous avez encore du boulot. Et voilà, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu de dire, mais comme je suis de plus en plus pénétré par l'idée qu'on a peu de temps, ça me paraît utile de vous mettre un peu de pression, puisque en général c'est l'inverse qui se passe, c'est vous qui la mettez sur moi.
Donc voilà, merci d'être au Havre, merci de faire ce que vous faites, parce que je pense que vous contribuez chacun dans vos fonctions et à votre place à essayer de résoudre cette grande équation que j'évoquais tout à l'heure. Et continuez à travailler vite, continuez à travailler bien, parce qu'on a besoin que vous trouviez. Merci.